Dans cette vidéo, on va rien apprendre de nouveau. On va plutôt faire un deuxième point d'étape. En effet, croyez-le ou pas, avec les 2 épisodes précédents, on a fait le plus dur du chemin. Souvenez-vous, dans cette vidéo, nous avions réfléchi sur ce que pouvait bien vouloir dire comprendre la physique quantique. Mais on n'avait fait qu'avec des exemples et des analogies empruntées à la physique classique. Alors que désormais, on en sait assez pour comprendre le mécanisme qui est au cœur de toute la révolution quantique. Tout le reste, ou presque, ne sera plus que des développements à partir de ce principe de base. C'est pourquoi on va prendre maintenant le temps de le reformuler, ce principe de base, une fois de plus. Et encore d'une autre manière, puisque c'est en multipliant les angles de vue que les choses finissent par s'éclaircir. Alors pour ça, je vais employer une expression de mon cru. Une expression qui sera encore un petit peu floue, dans un sens que je vais expliciter dans un instant, mais je la trouve pratique. Je vais parler de laisser une trace dans notre univers. Pour développer cette idée, je vais reprendre un exemple utilisé par Richard Feynman. Si un arbre tombe dans la forêt, nous dit Feynman, ça va faire un grand bruit. Mais s'il n'y a personne dans la forêt pour entendre ce bruit, comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a eu un grand bruit ? Eh bien, Feynman répond en prenant non pas la sensation du bruit, mais le phénomène physique qui est derrière. Un bruit, c'est une vibration de l'air. Et il se pourrait que cette vibration, quelque part, ait poussé une petite épine d'une petite ronce contre une feuille, et que ce mouvement microscopique ait laissé une trace microscopique sur la feuille. Voilà ce que Feynman aurait appelé « laisser une trace dans notre univers ». Et je vais faire comme lui. Revenons maintenant à ce que nous avons appris en mécanique quantique. Nous savons désormais que si un phénomène peut se produire de plusieurs manières différentes, par exemple si une particule peut prendre 2 chemins différents, mais qu'elle ne laisse aucune trace dans notre univers du chemin qu'elle a pris, alors nous devons calculer nos prévisions physiques de ce qui se passera ensuite avec des amplitudes de probabilité, qui sont, on l'a vu, des nombres complexes, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Autre exemple, revenons sur notre expérience de Mach Zehnder. Si nous mettons un détecteur sur le chemin de droite, et que ce détecteur fonctionne, alors on aura ou bien une trace du fait que le photon est passé par la droite, ou bien une trace du fait qu'il n'est pas passé par la droite, puisque le détecteur n'a pas été déclenché, alors même qu'il fonctionnait parfaitement. Nous avons vu tout ça dans notre vidéo sur l'expérience des bombes d'Elitz-sur-Feynman. Remarquons que la nature se fiche totalement de savoir si un être humain a regardé le résultat enregistré par le détecteur ou pas. S'il y a dans l'univers une trace du chemin qui a été pris, alors nous pouvons dire que le photon est passé ou bien par la droite ou bien par la gauche, et nous faisons nos prévisions en fonction de ce résultat. Et nous trouvons qu'il y a une chance sur 2 qu'il arrive dans la cible de gauche. En revanche, s'il n'y a dans l'univers aucune trace du chemin pris, soit parce que le détecteur était en panne, soit parce qu'il n'y avait pas de détecteur, alors nous ne pouvons pas considérer que le photon est passé ou bien d'un côté ou bien de l'autre. Nous devons considérer qu'il était pendant tout son trajet dans un état spécial, un état qu'on appelle de superposition quantique, quelque chose qui s'exprime comme nous l'avons vu dans cette vidéo précédente, et qui l'empêche d'arriver dans la cible de gauche. Et nous avions vu dans cette vidéo un exemple des calculs qui permettent de prévoir ce comportement. Inversement, si le photon arrive dans la cible de gauche, nous pouvons être certains que quelqu'un a essayé de l'observer.
Une variante de ce principe permet, en cryptographie quantique, de s'apercevoir qu'un intrus a tenté d'espionner un message. Cet état de superposition quantique n'est donc jamais observable directement, puisque pour l'observer, il faudrait qu'il laisse une trace quelque part. On ne peut donc pas l'observer directement, on ne peut qu'observer ses effets. Voilà pourquoi un physicien célèbre, comme Bernard d'Espagna, pouvait parler d'un réel voilé. Il y a là un état physique qui est bien réel, dans un certain sens, puisqu'on peut en déduire avec beaucoup de précision ce qui se passera plus tard. Mais c'est un réel voilé, car on ne pourra jamais l'observer directement. Les discussions sur les explications possibles de ce mystère sont ce qu'on appelle les interprétations de la mécanique quantique. On y reviendra plus tard, car elles prennent presque toutes en compte d'autres choses que nous n'avons pas encore apprises. Par exemple, elles vont prendre en compte la durée pendant laquelle on peut conserver des systèmes en état de superposition quantique sans qu'ils ne laissent aucune trace nulle part. Certaines de ces interprétations se demandent de manière plus approfondie ce que peut bien signifier une expression comme « laisser une trace dans notre univers ». Il y a plusieurs réponses possibles, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette expression était un peu floue. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais tout ce qu'il y a à savoir sur le cœur du mystère, à savoir la base du principe de superposition. Résumons-le une dernière fois en termes simples et pour un état quantique simple. Si un système, comme celui constitué par un photon dans notre appareil de Mach-Zehnder, peut avoir deux états possibles, comme gauche et droite, et qu'il n'y a pas de trace dans notre univers de l'état pris, alors le système est dans un état de superposition, qui s'écrit mathématiquement comme une combinaison linéaire des deux états, avec des coefficients complexes. Concrètement, on l'a vu, il s'agit d'états qui s'écrivent mathématiquement de cette manière, ou encore de celle-ci. Ce sont des formules mathématiques très abstraites, mais avec un peu d'habitude, on a vu qu'elles ne sont pas si difficiles que ça à manipuler. Il n'y a fondamentalement pas grand-chose d'autre à apprendre, et presque tout le reste de notre voyage ne sera au fond que des conséquences de tout ceci. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'en physique quantique, tout est vibration. Ce n'est pas une bonne manière de dire les choses, et il s'agit en fait d'une conséquence de notre principe. Par exemple, ce qui vibre ou tourne sur cette vidéo, qui représente l'évolution d'un atome, ce n'est rien de matériel. C'est une quantité mathématique abstraite qui est la phase des amplitudes de probabilité, on a vu ce concept, et qui est représentée par des couleurs qui tournent. Vous avez peut-être entendu dire aussi qu'en physique quantique, l'énergie n'existe que par paquets. C'est encore une conséquence de notre principe. Vous avez peut-être aussi déjà vu ces orbitales atomiques qui ont l'air tellement compliquées. Encore une conséquence du principe de superposition. En effet, ici par exemple, c'est une zone où les électrons ne peuvent pas aller. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aller à cet endroit ? Parce qu'il y a là des interférences destructives entre les amplitudes de probabilité. C'est un phénomène qui repose sur le même principe que celui des zones interdites dans l'expérience des fentes de Young que nous avons étudié dans notre dernière vidéo. Il est beaucoup plus difficile à calculer, mais c'est le même principe général. Comme nous le voyons, notre voyage dans les territoires quantiques est loin d'être terminé, mais nous avons fait le plus difficile en termes de concepts bizarres. Tout le reste ne sera pour l'essentiel que des conséquences bizarres de ce principe bizarre. Par exemple, nous allons bientôt commencer à étudier des particules qui peuvent être dans plus que seulement deux états. Par exemple, elles pourront être dans trois états, ou même dans une infinité d'états.
En effet, si je cherche la position d'une particule le long d'un axe, il y a une infinité de possibilités. Il va donc nous falloir trouver un moyen de continuer de calculer tout ça dans ce genre de situation. Ce sera plus compliqué que quand il n'y a que deux possibilités, mais le principe fondamental, lui, ne sera pas différent. Du coup, si votre objectif était seulement de comprendre ce principe fondamental de la mécanique quantique, eh bien, vous pouvez vous arrêter ici. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. En revanche, si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes les extraordinaires conséquences de ce principe fondamental, alors restez abonné à notre chaîne. Dans notre prochaine vidéo, nous reparlerons encore un peu des systèmes qui n'ont que deux états possibles. On appelle de tels systèmes des qubits. Ils sont à la base de la révolution en cours de l'informatique quantique et on a encore quelques petites choses à dire à leur sujet. Et dans la vidéo suivante, on jettera un premier coup d'œil sur ce qui se passe lorsqu'on a un système qui combine 3, 4, voire une infinité d'états possibles. Ça nous amènera à parler d'espace de Hilbert et de fonctions d'onde. Ensuite seulement, on s'attaquera à la suite des postulats. Alors, à bientôt!